Alors nous allons continuer les séries d'interventions et maintenant trois femmes vont se succéder au micro, trois intervenantes. Vous voyez, on dit souvent que nous sommes misogynes, etc. Eh bien, vous allez avoir trois femmes qui vont défendre avec féminité une vision de la France authentique. Alors, donc vous allez avoir dans l'ordre Marion Sigaud, Virginie Vota et Valérie Bugeaud. Marion Sigaud va ouvrir cette série d'interventions avec une conférence intitulée « La République contre la France et contre les Français ». Merci Alain, merci à vous d'être là. J'ai déjà parlé de ce sujet il y a quelque temps, mais on ne pourra jamais suffisamment ressasser ces vérités qui ont été tellement occultées pendant tellement d'années. Voilà. La République, dont tout le monde se réclame, enfin dont beaucoup de gens se réclament encore aujourd'hui, est née 3 ans après le début de la Révolution, et la Révolution, dite française, est une succession de coups d'État. Réunis pour régler le problème de la dette publique, dette qui avait été savamment organisée depuis près de 30 ans, les États généraux se sont autoproclamés Assemblée nationale le 17 juin 1789 sans aucun mandat pour ce faire. Les gens qui avaient voté pour, qui avaient donné leur doléance aux députés aux États généraux ne leur ont jamais demandé de voter une constitution et de renverser la royauté telle qu'elle fonctionnait. Des violences affreuses ont été organisées par les affidés du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans était grand maître de la franc-maçonnerie de l'époque. Le 14 juillet, ces affidés prennent le pouvoir à Paris et organisent une force armée bourgeoise, la Garde nationale. Le 14 juillet est une tentative de coup d'État, ça n'a pas été d'État, ça a été municipal. Paris est tombé entre les mains des factieux. Le 5 et 6 octobre 1789, second coup d'État de l'Assemblée constituante, donc l'Assemblée des États généraux s'était autoproclamée Assemblée constituante, donc second coup d'État de cette Assemblée constituante qui ramène le roi à Paris. Il est privé du droit de participer à la confection des lois alors que c'était sa raison d'être. Et le roi n'est plus le roi. A-t-on demandé au peuple français ce qu'il en pensait? Évidemment que non. En août 1791 sont organisées des élections à l'Assemblée législative et à ces élections, seuls les possédants votent. Il fallait avoir un certain revenu et une certaine imposition pour pouvoir voter. Vous voyez bien que la majorité du peuple français a été d'emblée exclue de cette révolution. Le 20 avril 1792, presque 3 ans ont passé, alors que tout le bassin parisien est en état d'insurrection contre la cherté des vivres et l'interdiction de fixer le prix du pain. Cette fixation du prix du pain s'appelait la taxation, donc il est interdit de taxer le blé et tout le bassin parisien est en état d'insurrection. L'Assemblée, à ce moment-là, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le roi n'a plus aucun pouvoir, le peuple est donc sans défense. À Étampes, en mars 1792, la foule en furie piétine à mort le maire Jacques Simonot qui avait donné l'ordre de tirer sur le peuple qui exigeait la taxation. La taxation du blé était la façon pour les rois, enfin pour la France, mais pour les rois qui se sont succédés, de s'assurer que les marchands n'allaient pas affamer le peuple. La Révolution interdit la taxation et le maire Simonot a fait tirer sur la foule qui réclamait la taxation. Alors, je vous donne en avant-première le sujet d'un prochain livre. La troupe a refusé de tirer sur la foule et c'est le maire qui a été piétiné par la dite foule. Jacques Simonot sera le premier martyr de la liberté. La liberté, c'est la liberté du commerce, la liberté de s'enrichir, qui est la raison d'être de cette révolution bourgeoise et commerçante. La mobilisation aux frontières calmera les séditieux. L'Assemblée a voulu faire signer au roi un décret de déportation des prêtres réfractaires. Qu'est-ce qu'un prêtre réfractaire? C'est un prêtre qui, en conscience, ne veut pas signer sa soumission au pouvoir civil et à l'économie de marché. Parce que c'est ça, la Constitution. La Constitution constitutionnalise l'économie de marché et on demandera aux prêtres
de se soumettre à cette constitution et les prêtres refusent en conscience. Le roi a le droit de refuser de signer cet acte de déportation et ce droit, il en use. C'est donc un tyran. C'est donc un tyran. Et un assaut violent et terrible est lancé le 20 juin 1792 contre le château des Tuileries. Imagine-t-on que le roi, grand benet comme on le présente dans l'histoire, s'est laissé faire? Pas du tout, pas du tout. Écoutez ce qu'il a écrit au lendemain de cette sédition terrible. Le roi n'a opposé aux menaces et aux insultes des factieux que sa confiance, sa conscience et son amour pour le bien public. Le roi ignore quel sera le terme où ils voudront s'arrêter. Mais il a besoin de dire à la nation française que la violence, à quelque excès qu'on veuille la porter, ne lui arrachera jamais un consentement à tout ce qu'il croira contraire à l'intérêt public. Comme représentant héréditaire de la nation française, il a des devoirs sévères à remplir et s'il peut faire le sacrifice de son repos, il ne fera jamais le sacrifice de ses devoirs. Dans l'état de crise où elle se trouve, le roi donnera jusqu'au dernier moment à toutes les autorités constituées l'exemple du courage et de la fermeté. En conséquence, il ordonne à tous les corps administratifs et municipalités de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés. Voilà contre qui les factieux sont arrivés en force le 20 juin 1792. En fait, le roi est désarmé, on lui a retiré sa garde. On va organiser une nouvelle fête de la Fédération. La première avait eu lieu en 90. Et on écrit à Marseille pour qu'ils envoient 600 hommes qui sachent mourir et des canons. Pourquoi je vous parle de Marseille? Parce que c'est le début de la marche des Marseillais qui vont arriver en chantant la marseillaise que je ne peux plus, depuis que j'ai compris ça, chanter, alors que je l'ai chanté des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie. En fait, qui sont les Marseillais? Ce sont le rebut des prisons du pourtour méditerranéen rassemblés à Marseille qui vont commencer leur marche vers Paris. À Paris, un député marseillais monte à la tribune. Il dit que ce sont des spadassins, des suppôts de mauvais lieu, que tout a été trouvé bon. Les véritables Marseillais, ils sont en petit nombre. Les véritables Marseillais de la garde nationale sont partis aux frontières puisque la guerre est déclarée. Donc les fameux Marseillais qu'on envoie sont des rebuts des prisons de Marseille et de la Provence. Ils arrivent à Paris le 30 juillet en chantant le fameux hymne qui va porter leur nom. Le maire de Paris, ils vont semer la terreur et personne ne les arrêtera. Le maire de Paris les autorise à commettre toutes les exactions en toute impunité. Il pourchasse jusque chez eux les députés qui votent mal à l'Assemblée. La force publique est entre les mains du maire, Petion, qui est franc-maçon, et de la commune de Paris. La commune de Paris, c'est la municipalité qui est arrivée au pouvoir à Paris le 14 juillet. La chute de la royauté est décidée par ces gens, par un directoire secret des fédérés réunis aux Jacobins. Qu'est-ce que les Jacobins? Les Jacobins, c'est la salle de réunion au couvent des Jacobins, salle de réunion de la Société des Amis de la Constitution, c'est-à-dire le club de pensée franc-maçon. Il y a 4000 clubs affiliés en France qui sont affiliés au club des Jacobins de Paris et qui leur obéissent. Paris installe sa dictature sur la France entière. Le maire de Paris, Pétion, a été élu. Oui, il y a eu des élections à Paris. Il a eu 9000 voix contre 3000 à Lafayette. Or, il y avait 200 000 inscrits sur les listes. Il a donc été élu avec 4,5% des inscrits et 1,8% de la population parisienne. Et ce sont eux qui vont tyranniser toute la France. Le 30 juillet arrive à la connaissance du public le manifeste de Brunswick qui menace les Parisiens. En fait, qui est Brunswick? C'est un franc-maçon allié des francs-maçons jacobins qu'il sert par sa menace. Le roi n'est pas au courant et on l'accuse d'en être à l'origine. Voilà ce qu'écrit Louis XVI. Il circule depuis quelques jours un écrit intitulé « Déclaration du duc de Brunswick, commandant des armées combinées de leur majesté l'empereur et le roi de Prusse ». Cet écrit ne présente aucun des caractères qui pourraient en garantir l'authenticité. Il n'a été envoyé par aucun de mes ministres dans les diverses cours d'Allemagne qui avoisinent le plus nos frontières. Ceux qui savent ce que valent à mes yeux le sang et la fortune du peuple croiront à mes incertitudes et à mes chagrins. On fait croire que le manifeste a été écrit sur ordre de Louis XVI, ce qui est faux. Il n'est même pas au courant, alors qu'il est avéré que le duc de Brunswick était de connivence avec les Jacobins. Merci.
Depuis le roi écrit le 31 juillet. Depuis plusieurs jours, la tranquillité publique est troublée dans la capitale et des actes de violence s'y répètent avec une scandaleuse impunité. Ça vous rappelle quelque chose? On est en train de préparer ça en France. On laisse des bons à rien qu'on a armés semer la terreur et ensuite on prendra les grands moyens. C'est ce qui se prépare. Hier en particulier, dit le roi, pendant toute la journée, des vexations sans nombre ont été commises. Les propriétés, les personnes, rien n'a été respecté. Des citoyens ont été arrêtés dans leur route, plusieurs ont été insultés, quelques-uns même ont été victimes des coups qui ont été portés dans les Champs-Élysées. Et par un attentat à la liberté individuelle plus inconcevable encore, 2 citoyens ont été constitués prisonniers par les Marseillais et détenus en charte privée dans cette même ville où les détentions arbitraires ont été justement placées au nombre des crimes que notre législation punit le plus sévèrement. Le roi n'a plus aucun pouvoir pour arrêter ces horreurs. Le 3 août, le maire Pétion annonce à l'Assemblée, de la part de la commune, donc nouveau gouvernement de Paris, donc de la France, qu'il veut que le duc d'Orléans prenne la place du roi. On veut remplacer Louis XVI. Pas remplacer, pas instaurer une république. Ces gens veulent remplacer Louis XVI par son cousin, le duc d'Orléans, grand franc-maçon devant l'Éternel. Le 9 août au soir, Danton fait donner 100 cartouches au bataillon marseillais et refuse de donner des cartouches à la garde nationale. À 1h du matin, on fait sonner le tocsin. La commune du 14 juillet est remplacée par une commune insurrectionnelle. Celle-ci convoque le commandant de la garde nationale et le massacre. Il est remplacé par un brasseur nommé Santerre. À 8h du matin, le 10 août, la famille royale se réfugie à l'Assemblée nationale. L'assaut du château est lancé, c'est un déchaînement d'atrocités indicibles. Des hommes, des femmes et même des enfants vont être massacrés, brûlés vifs, mutilés et même mangés. On boit du sang d'hommes encore palpitants, on massacre jusqu'aux chiens. Au son des hurlements des victimes de l'assaut, l'Assemblée législative croit être arrivée au terme de son projet, gouverner la France avec un roi potiche. Une convention nationale est convoquée pour une nouvelle constituante. On prépare en fait l'arrivée du duc d'Orléans. C'est un changement de dynastie, mais pas encore un renversement de la royauté. Nous ne sommes pas encore en République. Franc-maçon, cousin du roi, un des organisateurs de la Révolution depuis le début et encore avant. Voilà ce qu'est le duc d'Orléans. En fait, la commune de Paris, la commune insurrectionnelle, vient à l'Assemblée législative pour donner ses ordres. Elle renverse la royauté et la famille royale est mise dans la prison du Temple. L'Assemblée nationale lui obéit. Début de la dictature de la commune. Marat, Jean-Paul Marat, en est le journaliste officiel. Le 10 août au soir, la commune ferme les portes de Paris. Et elle annonce à l'Assemblée le 11 au matin que la sortie de la ville est provisoirement interdite. L'Assemblée approuve la fermeture de Paris et spécifie que dans les circonstances qui intéressent le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par les commissaires de la Commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé par au moins 6 membres. C'est-à-dire que pour rentrer chez eux, les députés doivent demander la permission à la commune qui a pris le pouvoir par le meurtre. Le 12, la commune ferme tous les journaux. Marat en récupère les presses et les caractères pour son journal. Pourquoi se gêner? Le 17 août est institué un tribunal criminel par élection des juges. C'est démocratique, on va élire les juges. Robespierre est élu. Il ne siégera pas, il fera autre chose. Le 24 août, les premières têtes commencent à rouler. Ce sont les témoins à décharge du roi pour le procès qui se prépare. Le 29 août commence la préparation de massacres. On recrute des citoyens nécessiteux propres à porter les armes et on leur alloue un salaire. Partout où il y a beaucoup de chômage, des gens intentionnés de cette manière peuvent parfaitement organiser le chaos. On va chercher des chômeurs, on les arme et on leur donne le droit de tout faire. C'est ce qui va se passer. Et il est décrété que tous les citoyens absents de chez eux doivent y rentrer, que toutes les maisons doivent être éclairées toute la nuit et que ça se voit des fenêtres. Les visites domiciliaires sont annoncées dans chaque quartier. Toutes les voitures doivent être remisées à 10 h. Le lendemain matin, le 30, les prisons parisiennes sont bondées. Le Conseil général de la commune décrète, il est arrêté que les sections seront chargées d'examiner et de juger sous leur responsabilité les citoyens arrêtés cette nuit.
Dimanche 2 septembre au matin, on ferme les barrières de la ville, on réquisitionne les chevaux et on fait donner le canon d'alarme. Les prisons sont bondées de toutes les personnes arrêtées, non pas depuis la veille au soir, non pas depuis 3 jours, mais depuis le 10, et ça n'a pas arrêté. On fait sortir ceux qu'on veut protéger, par exemple le cher Marat sauve un ami qui avait volé 100 000 livres le 10 août. Sauver un voleur. Vous savez ce que c'est, 100 000 livres? C'est l'équivalent de 3 millions d'euros aujourd'hui. À 14h30, on commence par massacrer des prêtres et le soir, on massacre les droits communs au Châtelet. On massacre à coups de sabre, de piques, de masses, des centaines de gens désarmés. C'est une furie, une sauvagerie sans nom. Ça durera 5 jours, le sang s'écoule dans les rues. Les mêmes scènes de barbarie et de cannibalisme et d'outrage se répètent. À Bicêtre, qui fait partie de l'hôpital général, on massacre 33 enfants, dont on fait un tas. À la Salpêtrière, on libère les jeunes filles jolies, on les retrouvera à la sortie, et on viole toutes les petites filles d'un dortoir. Ensuite, on fait sortir les prisonnières une à une et on les massacre. Je n'ai pas le chiffre du massacre des prisonnières, ce sont les massacreurs qui décidaient en fonction de ce qu'ils trouvaient comme raison de les avoir enfermées. Les autorités de la Salpêtrière n'auront de cesse pendant toute la journée d'appeler la Commune de Paris pour demander de l'aide. Il ne recevra aucune réponse. La Commune lance un appel au meurtre généralisé dans tout le pays pour faire la même chose aux 4 coins de la France au nom du droit des peuples à se venger. On accuse les victimes, ceux qu'on vient de massacrer ou qu'on est en train de massacrer, d'avoir voulu égorger le peuple. Tous les appels à faire cesser le massacre seront vains. Il faut que la justice dite populaire se fasse. 1500 innocents vont être abominablement hachés vivants. Robespierre dira que c'est un mouvement populaire, je le cite. « Nous n'avons point failli, j'en jure, par le trône renversé et par la République qui s'élève. » Ce sont ses références. Pour Marat, on a délivré Paris d'autant d'ennemis de la République. Qui de vous, messieurs, eût osé me faire un crime d'avoir appelé sur les têtes coupables des scélérats la hache des vengeances populaires? Bilan. 5 jours de massacre perpétrés par 200 assassins dans 9 prisons, alors que 50 000 gardes nationaux pouvaient les arrêter si on leur en donnait l'ordre, qu'on ne leur a jamais donné. On a retrouvé les factures, les procès-verbaux des sections, les massacreurs ont tous été rémunérés et on a leur signature sur les quittances. Ainsi est née la République. On a convoqué la Convention, c'est une nouvelle assemblée constituante dont je vous ai parlé, avec un nom bien franc-maçon, un convent, une convention, ça n'existait pas dans le vocabulaire courant en France. Dès le 10 août, on l'avait convoqué. Et on a supprimé la notion, pour faire démocratique, on a supprimé la notion de citoyen actif ou passif, c'est-à-dire riche ou pauvre, précédent, et tout citoyen de 21 ans pourra voter, à la condition qu'il soit un homme et pas une femme, alors que dans l'ancien système, dans les communes rurales, les femmes votaient, y compris dans les corporations. Donc il faut qu'il soit un homme et qu'il ne soit ni domestique, qu'il vive de son travail, c'est-à-dire ni chômeur. Ne pourront voter que les hommes ayant du travail et n'étant pas domestiques. Mais ça n'est pas un suffrage direct, ce sont les assemblées primaires qui vont nommer des électeurs qui nommeront les députés. Or, ce vote final sera fait dans la salle des Jacobins à Paris. Le vote s'effectue à voix haute, par appel nominal et en présence du public. Voilà une élection particulièrement démocratique. Les massacres de septembre se sont déroulés entre la nomination des électeurs et la nomination des députés, c'est-à-dire en pleine terreur. L'abstention a été de 90%, alors que prétendument le mode de scrutin avait été élargi. Il y avait en tout 7 millions de votants potentiels, seuls 700 000 se sont déplacés. La population de la France était à l'époque de 28 millions de personnes. 25% sont censés s'exprimer sur ces 28 millions et seuls 2,5% de cette population se sont exprimés. Il y aura en tout 749 députés. Le 20 septembre, victoire de Valmy, des armées de Dumouriez,
le général français, contre Brunswick, le général en chef de la coalition anti-française. On a raconté que c'était la victoire du peuple sans culotte contre les armées royales. Eh bien, la vérité est autre. Dumouriez et Brunswick ne sont pas seulement tous les deux francs-maçons, ils appartiennent tous deux à l'ordre des frères de Saint-Jean l'évangéliste d'Asie et d'Europe, qui est une secte satanique issue du sabbatéisme et du franquisme, qui prône l'ordre nouveau par le chaos, le mal pour le mal et par le mal. La bataille de Valmy n'a pas eu lieu, Brunswick s'est retiré. Mais la nouvelle de cette victoire éclatante du peuple de la Révolution contre la barbarie royale fait que la République a été proclamée dès le lendemain, 21 septembre, à l'unanimité. L'unanimité de quoi? Les députés ne sont que 200. Les autres ne sont pas encore arrivés, car les portes de Paris sont fermées. On a eu donc des députés parisiens élus, comme je vous l'ai dit, dans la terreur, c'est-à-dire que seuls 25% des 2,5% de la population se sont exprimés pour renverser la royauté. Ça fait les représentants de 0,6% de la nation française qui a instauré la République. Ils ont, sous influence et dans un climat de terreur, aboli 12 siècles de monarchie au nom du peuple, disent-ils. Voilà ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle les valeurs de la République. Je vous laisse les méditer. Je vous remercie.